Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point sur la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 dans notre pays. Avant que le professeur Martial ne revienne sur la situation de la maladie, je voudrais juste rappeler qu'hier, le ministre en charge de l'Agriculture a mis en œuvre une des directives de son Excellence, le président du FASO, en ce qui concerne la réouverture des boutiques témoins. Nous avons 250 boutiques sur l'ensemble du territoire national, 150 sont déjà ouvertes et rapidement toutes les autres seront mises en disposition avec notamment des sacs de maïs, de sorgho, de petits milles de 50 kg cédés à 6 000 francs CFA. Pour les mêmes céréales, les 100 kg sont cédés à 12 000 francs CFA avec du riz local de 25 kg cédé à 7 500 francs CFA. Il y a un système de suivi informatique qui est mis en œuvre pour éviter que nous ayons des personnes qui puissent chercher à s'accaparer de ces vivres-là. Et il y a également un système d'approvisionnement qui est mis en œuvre pour éviter qu'il y ait des ruptures à ce niveau. Donc ça fait partie de la mise en œuvre des différentes décisions prises par son Excellence président du FASO lors de son discours du 2 avril dernier à la Nation. Je vais donc inviter maintenant le professeur Martial Ouédraogo à nous faire le point de la maladie aujourd'hui. Nous avons 52 pays africains qui sont touchés à ce jour. Le Bénin, c'est 30 cas. La Côte d'Ivoire, 444 cas. Le Ghana, 378 cas. Le Mali, 74 cas. Le Niger, 410 cas. Le Togo, 73 cas. Les cas cumulés sont à 448, dont 166 femmes et 242 hommes. On a au total des cas suivis, 227 cas suivis. Quand on déduit les guéris et les décès, les guéris sont à 149 et les décès à 26. Les circonstances favorisantes des décès, selon une première analyse, semblent être l'âge de plus de 50 ans, la comorbidité et le retard à la prise en charge. Alors le cumul des personnes listées depuis le 19 mars 2020 est de 2395 cas, et les cas confirmés, Covid étant à 272, et les cas sortis après 14 jours de suivi sont à 1045 cas. Je voulais rappeler, juste pour le Bénin, que nous avons, parce que l'autre jour on n'avait pas les données sur le Bénin, nous avons la quarantaine de communes avec auto-isolement, des personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques. Et le port systématique de masques pour toute la population, quel que soit le type de masque, que ce soit du tissu ou en bavette. Je voudrais également rappeler qu'en dehors du 35-35, que vous pouvez composer, alors en pratique, lorsque le délai de prise en charge vous paraît long, vous pouvez soit, maintenant parce que l'équipe de Tingango dispose de ce qu'on appelle un centre de triage. Donc au lieu d'attendre, si vous estimez que le temps est long entre la sollicitation et la réponse, vous pouvez maintenant aller directement au CHU Tingango. Je voudrais également rappeler que maintenant les examens sont réalisés au niveau de Bobo-Dioulasso et au niveau de Ouagadougou. À Ouagadougou, il s'agit de 3 sites, c'est le CHU Yaladou Ouédraogo, et le CERBA, et le Laboratoire national de santé publique. Donc, maintenant, vous avez des résultats qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'à toutes les périodes de la journée, nous pouvons avoir des résultats que nous les transmettons sur le site web. Il y a donc une nouvelle région qui est touchée. Il s'agit de la région de Gorom Gorom. Alors, la région de Gorom Gorom, c'est le site de Sakam, qu'on appelle
Sakan village, qui est donc situé à 60 km donc, de Gorom Gorom. Donc c'est un site minier. Si je veux revenir sur les cas actuellement suivis, vous avez à Ouagadougou 227 cas, Kongoussi 1 cas, de Dougou 1 cas, Zignaré 5 cas, Zorgo 2 cas, Boromo 5 cas, Bobo du Lasso 28 cas, Dano 1 cas, Banfoura 1 cas et Gorom Gorom 2 cas, ce qui fait donc les 273. Évidemment, quand je parle de cas suivis, vous déduirez les décès qui sont au nombre de 26 et les guéris qui sont au nombre de 149. Je voudrais également, pour terminer, rappeler les différentes zones hors grande agglomération. Il s'agit donc de la zone de Bagassi qui est touchée, donc à 50 km de Boromont, la zone de Wona à 84 km de Boromont, Sapsé à 17 km de Kongoussi, donc le secteur 4 de Houndé, 4 km, Nyangodougou village, donc 52 km, Manga, 25 km. Alors, si on se résume, nous avons donc les 2 foyers primaires de Ouagadougou qui sont toujours actifs. Donc, les cas que vous savez, c'est les cas indexés, le foyer consulaire. Vous avez donc le foyer de Houndé, et le foyer de Dédougou qui a un lien avec Ouaga, le foyer de Boromont qui a un lien avec Ouaga, le foyer de Manga et Zorgo en lien avec Ouaga, le foyer de Banfoura et Sendou en lien avec Ouaga, le foyer de Dano en lien avec Ouaga, les foyers de Kongoussi, donc qui sont des expatriés, bon, qui sont apparemment sans lien avec Ouaga, et enfin les foyers de Gorom Gorom qui sont en investigation. Marina Traoré de Radio Omega. J'aimerais poser une série de questions. D'abord concernant les sites miniers, est-ce que vous pouvez faire un bilan des différents sites miniers touchés à ce jour? Également, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du foyer minier? Si oui, est-ce que ce foyer minier prend également en compte les sites d'orpaillage? Autre question, dans un témoignage recueilli par un de nos confrères, Lajibama, il y a un malade interné au CHU de Tengango qui confie qu'ils sont enfermés de 20h à 4h du matin, sans visite du corps médical et sans système d'alarme. Alors, on aimerait savoir comment sont pris en charge les malades au CHU et est-il vrai que les malades sont abandonnés à eux-mêmes la nuit? Et pour terminer, le Burkina a un taux de mort parmi les plus élevés, pour ne pas dire le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez expliquer cette situation? Est-ce que c'est dû à la prise en charge ou le cas du Burkina est dû aux comorbidités? Merci. Je reviens sur les foyers miniers. Je vous ai dit qu'à Houndé, c'était un foyer minier. Banfoura et Boromont, je vous avais dit la dernière fois qu'il s'agissait de Bagassi, donc de Roxgold Bagassi qui est à 50 km de Boromont, et Semanfo qui est à Wona à 84 km de Boromont. Alors, je vous ai également parlé du foyer du site minier de Sapsé qui est donc à Kongoussi, et également le nouveau foyer donc de Gorom Gorom est un foyer donc minier. Alors, pour les sites, vous parlez d'orpaillage, je pense que c'est les sites artisanaux. Nous n'avons pas pour le moment de données au niveau de ces sites-là. Ce sont des sites formels. Les malades sont laissés à eux-mêmes. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez un témoignage d'un malade ou si c'est sur les dires d'un accompagnant. Mais moi, je peux vous rassurer que si vous avez l'autorisation, vous pouvez aller
et voir comment les équipes prennent en charge les malades. Vous pouvez aller vous-même et faire donc le constat. Cheikh Ahmed Savadogo de façon plus nette. Alors ma question concerne le nouveau foyer de Gorom Gorom. Ça fait environ 2 semaines que le couvre-feu a été avant. Que les villes qui sont contaminées ont été mises en quarantaine, notamment Ouagadougou. Je voudrais bien savoir par quel mécanisme, en tout cas, on a pu enregistrer des cas à Gorom Gorom. Merci pour votre question. Peut-être une deuxième question. C'est également concernant la prise en charge des malades, enfin des personnes qui ont des symptômes et qui appellent le service pour une éventuelle prise en charge. Jusqu'à présent, il y a des gens qui se plaignent et des gens qui ont appelé vainement et qui n'ont pas eu gain de cause. Nous, particulièrement, on a le cas d'une famille où il y a deux personnes qui ont été dépistées, mais on leur a demandé de rester à domicile, à la maison. Et il y a rarement des équipes qui passent pour leur rendre visite. J'aimerais également connaître votre avis sur cette question-là. Nous sommes en train d'investiguer le foyer de Gorom Gorom. Nous savons qu'il y a des déplacements donc, héliportés entre les mines et les agglomérations. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des cas qui sont en investigation. Est-ce à travers ces déplacements-là qu'on a pu amener donc, un suspect ou un cas qui a pu contaminer ou quelqu'un a pu prendre la pathologie pour la ramener là-bas? Nous sommes toujours en investigation pour comprendre par quel mécanisme, parce que nous savons qu'il y a des déplacements exceptionnels, surtout pour ce secteur minier-là. Alors, donc, pour le problème de la lenteur à la prise en charge, je vous ai dit que maintenant, nous avons un centre de tri. Donc, je répète que lorsque vous estimez que le temps de réaction ne convient pas à votre attente, vous avez la possibilité maintenant d'aller directement à Tengango. Donc, vous pouvez ne pas, vous ne restez pas à la maison, soit si vous appelez pour qu'on vienne vous prélever et que ce n'est pas réalisé selon vos attentes, ou que vous estimez que vous êtes mal en point, vous pouvez maintenant vous rendre directement à Tengango. Donc ça c'est un mécanisme qui a été trouvé pour rapprocher les soins donc, de la population. Je suis Jean-Yves Nébier, rédacteur en chef d'Info Sciences Culture. Il y a nos confrères de l'Observateur Parlga qui disent qu'il y a un vol de Tunis Air qui ont rapatrié des Burkinabés hier. Et selon leurs informations, ces passagers, il y a des passagers qui devaient être envoyés à l'ancienne INGEPS et qui se sont soustraits de la vigilance et ils sont partis. Alors, pouvez-vous nous situer sur cet incident-là? D'accord, il ne s'agit pas d'incident. Il y a deux possibilités. Lorsque des passagers sont rapatriés, soit ils sont mis en quarantaine, donc de groupe, soit ils bénéficient d'un confinement individuel à domicile. Et donc, malheureusement, la quarantaine de groupe n'ayant pas pu avoir lieu, nous avons rattrapé ça à une quarantaine individuelle. Mais je profite de l'occasion pour rappeler à tous que de toute façon, les mesures de quarantaine, les mesures de confinement qui sont en vigueur au Burkina le sont également dans les pays d'où ces passagers sont arrivés. Et donc je crois que j'en appelle une fois encore de plus à la responsabilité de tout un chacun. Donc si il est décidé une quarantaine de groupes, qu'elle soit appliquée. Si c'est décidé une quarantaine individuelle, un isolement individuel, qu'il soit appliqué. Mais ceci a été rattrapé, il n'y a pas de problème particulier. Abdourazak Traoré, de la télévision BFM. J'aimerais savoir pourquoi le Burkina Faso ne tenterait pas un dépistage massif
comme on le constate dans d'autres pays. Voilà, est-ce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire? Si l'option que le Burkina a préférée, est-ce que c'est la meilleure des options? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Vous avez parlé tantôt du dépistage massif. En réalité, quand vous parlez tantôt de certains ont fait un dépistage massif, je ne connais pas un seul pays qui a fait un dépistage massif. Le dépistage massif peut s'adresser, et de toute façon, je vous ai expliqué comment fonctionne en fait le dépistage, et ça c'était à plusieurs reprises. Aucun pays, je ne connais pas de pays qui a fait un dépistage massif. Ils font un screening, ils font le dépistage comme nous le faisons, et ils complètent par les mesures que nous prenons, qui sont donc l'isolement des contacts, leur suivi, la détection, la prise en charge en hospitalisation des cas, etc. Donc je ne connais pas, à mon avis, un pays qui a osé ce dépistage massif. Dans tous les cas, même les pays plus nantis que le Burkina Faso ne l'ont pas fait. Donc je n'en connais pas. D'accord, donc si vous avez des questions liées à cet aspect-là auxquelles je peux répondre, je suis à votre disposition. Hervé Kaboré de Radio Burkina. En fait, je voulais savoir si la situation des Burkinabés justement qui sont bloqués à cause de cette quarantaine-là est en réflexion, parce que ça devient compliqué. Beaucoup qui sont peut-être à quelques kilomètres même de Ouagadougou, qui ne peuvent pas retrouver leur famille, ils sont obligés de rester dans les villages qui s'impliquent, qui ne sont pas aussi habitués à recevoir un tel monde. Ça devient encore une autre situation très compliquée. Alors, est-ce que le gouvernement réfléchit à cette situation-là et comment les faire entrer, quitte à peut-être les examiner en groupe en vue de pouvoir les permettre de rejoindre leur famille? Merci. Je pense que sur cette question, il y a un travail qui est fait. Nous avons eu ce cas de ceux qui sont rentrés de Côte d'Ivoire, qu'on a gardé le temps de la quarantaine nécessaire. Par rapport justement à la mise en quarantaine de certaines villes, il y a un certain nombre d'inconvénients manifestes, mais c'est l'occasion de rappeler que ces mesures-là ne sont pas prises de bon cœur, c'est une nécessité. Et comme a dit tout à l'heure le professeur Martial Ouedraogo, beaucoup de cas sont partis de Ouagadougou pour essaimer à travers le pays. Donc il faut que, à la lumière des analyses des scientifiques et les décisions puissent être prises par le gouvernement, nous travaillons là-dessus et certainement dans les jours à venir, certains allègements peuvent être faits, si tant soit-il que les scientifiques nous disent la tendance est bonne dans l'ensemble, qu'on puisse voir la situation. Mais c'est une situation qui est effectivement difficile et qui nécessite un accompagnement. Il y a ceux qui avaient quitté le Burkina, qui avaient quitté leur ville pour aller peut-être en Côte d'Ivoire ou au Ghana, qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent plus revenir ici. Donc il y a des prises en charge qui doivent être améliorées à ce niveau-là pour leur permettre de rester dans ces situations-là ou de revenir. Mais s'ils doivent revenir, il faut que les Burkinabés acceptent de se plier à la règle. Parce que ce que nous voyons parfois également, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à négliger la maladie. Peut-être parce qu'elles ne la sentent pas en elles ou parce qu'elles ne la vivent pas, mais comme a dit chaque fois les médecins, elles peuvent être des porteurs sains. Et dans la présentation des personnes décédées, on se rend compte que ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui ont des comorbidités, et il nous faut protéger notre environnement. D'ailleurs, la cellule communication a mis en avant le fait aujourd'hui qu'il nous faut protéger les personnes âgées. Certains pays sont déjà allés jusqu'à demander le confinement de ces personnes-là ou les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc il faut que nous soyons nous-mêmes des paravents. Et lorsque ces conditions-là sont remplies, je pense que la décision politique devra suivre à ce niveau. Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Je voudrais que vous reveniez un peu sur le cas de la vente des vivres à prix social. Je n'ai pas bien saisi le nombre de boutiques ouvertes si vous avez parlé d'un certain nombre de boutiques existantes et un nombre de boutiques qui sera ouvert. Je voudrais savoir à quelle date ces boutiques-là seront mises à la disposition de la société et un peu la répartition, parce que le souci aussi c'est le niveau de répartition des boutiques sur l'échelle nationale. Merci beaucoup. Non, ce qui est important, c'est que nous avons un nombre donné et nous avons engagé la procédure qui permettra d'optimiser tout ce nombre-là. Donc je pense qu'ils sont déjà partis avec 150 boutiques ouvertes à travers le pays, sur le potentiel qui existe. Et l'idée, c'est d'aller rapidement à ce seuil-là. Mais j'ai dit, il y a une informatisation pour pouvoir empêcher que les mêmes personnes se servent plusieurs fois, comme on a vu dans certains cas.
Et également, il y a une diligence qui est mise en œuvre pour qu'effectivement les stocks ne puissent pas connaître de rupture comme on l'a connu de temps en temps lorsque les boutiques sont en œuvre. Donc on a démarré hier les 150, aujourd'hui certainement le nombre a augmenté et au fur et à mesure donc dans la semaine nous devons atteindre le seuil maximum de possibilités avec l'ouverture de toutes les boutiques. Moi je vais me faire juste le porte-parole de certains usagers. Hier nous avons fait une sortie avec la gendarmerie pour contrôler, pour visiter un peu un point de contrôle d'accès à Ouagadougou au niveau de Lumbila. Alors, on a vu quelques habitants, des personnes qui travaillent à Ouagadougou et qui habitent à Lumbila. Alors, ce qu'ils ont exposé comme problème, c'est qu'ils ont un laissez-passer pour le couvre-feu, Covid-19, et la gendarmerie leur a dit d'aller au haut commissariat pour obtenir une autorisation. Selon leur explication au niveau du haut commissariat, on ne peut leur remettre qu'un document pour une entrée et une sortie. Or, la gendarmerie exige qu'on leur délivre un document pour leur permettre de passer. Malheureusement, le laisser-passer ne leur permet pas d'aller dormir du côté de Lumbila et de venir travailler à Ouaga. Est-ce que cet aspect de la chose est pris en compte par le gouvernement pour permettre aussi à ceux qui sont à la périphérie de pouvoir entrer et de retourner tranquillement chez eux? Je pense que dans la mise en œuvre, effectivement, on peut rencontrer certaines difficultés et aux acteurs de nous trouver les réponses pratiques par rapport à ça. Mais une chose est le couvre-feu, une autre chose est donc la mise en quarantaine des villes. Et le décret qui a été pris précise en ce qui concerne notamment la quarantaine qui donne les dérogations. Maintenant, dans la pratique, je pense que les acteurs doivent pouvoir prendre les réalités en compte et ne pas rester dans une rigidité certainement qui est nécessaire, mais qui également, au vu de certaines réalités, doivent être prises en compte. Je pense que ça, c'est des questions qui doivent pouvoir se régler au niveau de ceux qui décident à ce niveau-là. On ne va pas prendre un nouveau décret pour ça. Je pense que c'est des éléments que nous devons regarder à ce niveau-là. Mais je pense que normalement, dans une bonne discussion et dans une bonne compréhension, on doit pouvoir comprendre et trouver des solutions, notamment à ces cas pratiques-là. C'est vrai que la délivrance est extrêmement rigoureuse parce qu'il y va de la propagation de la maladie et que beaucoup de personnes ont fait des requêtes et se sont vues refuser ces requêtes-là. Mais il est important de considérer que c'est dans le cadre de la rupture de la chaîne de transmission et que mieux nous appliquerons ces mesures-là, plus tôt les mesures seront levées. Parce que si nous essayons de la contourner de diverses façons, nous sommes facteurs de propagation et nous allons donc être dans une situation où d'autres villes seront dans la même situation. Donc mieux nous la respectons, mieux plutôt donc elle sera levée, c'est la réalité de la pratique sur le terrain. Claudine Ouedraogo de la télévision Impact TV. Alors, Monsieur le ministre, au nombre des mesures gouvernementales qui ont été prises en vue de réduire la propagation du virus, figure la fermeture des marchés. Mais on a pu constater ces derniers jours, cette semaine même, quelques éléments au niveau de certaines chaînes de télé, des marchés qui restent toujours, qui sont fermés en fait, mais aux alentours, on constate que il y a du monde, il y a des commerçants qui continuent donc de mener leurs activités. Comment le gouvernement compte faire face à cette situation? La gestion des marchés est de l'ordre de l'autorité municipale, communale. C'est en concertation avec les fêtières que les marchés ont été choisis, identifiés et fermés. Le gouvernement a pris la décision de réduire un certain nombre d'espaces où on peut avoir ces difficultés à cause notamment des promiscuités. Après, c'est aux autorités communales et municipales de mettre les choses en musique. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que, c'est mon propos d'il y a quelques instants, on peut avoir l'impression que ça ne nous touche pas parce qu'on est en bonne santé, mais on peut être porteur sain. Il faut donc trouver le juste milieu, et c'est d'ailleurs le propos du chef de l'État qui a instruit les responsables au niveau des communautés de trouver le moyen pour que les femmes qui vendent des produits frais puissent continuer à le faire dans le respect des éléments de distanciation. Chacun de nous doit s'assumer. La mesure est une mesure qui s'applique à tout le monde. Comme je disais tantôt, plus tôt nous allons pouvoir la mettre en œuvre, plus tôt nous allons ralentir la propagation et plus tôt ces mesures-là seront levées. Parce que plus nous allons nous entêter à vouloir les contourner, plus nous allons être des facteurs de propagation et malheureusement les mesures de restriction vont durer.
Donc c'est une question, c'est un appel à la citoyenneté, mais c'est un appel aussi à la responsabilité. On a vu dans certains pays où les gens vont au marché, acheter les fruits, mais ils respectent la distanciation. Je ne sais pas pourquoi eux, ils seraient capables de le faire et nous, en Burkina, on ne sera pas capable de le faire. Il faut que chacun de nous y mette de la bonne volonté. Parce que malheureusement, ce n'est pas seulement la matraque ou le policier qui va résoudre la question. Si la vendeuse elle-même s'oblige à dire « il faut que tu respectes ça, parce que j'y va de ma santé », mais si elle pense qu'elle n'aura rien, alors que malheureusement elle a sa maman ou sa grand-mère avec elle va les contaminer, ça devient désastreux. Donc je pense qu'il y a une nécessité à trouver le juste milieu. Et c'est un appel aux responsables communaux qui ont en charge la gestion des marchés, mais c'est un appel aussi au respect par les citoyens de la mesure de distanciation et des mesures qui ont été mises en œuvre. Si les populations ne participent pas, si les populations n'intègrent pas ces données-là, on aura beau dire on prend des mesures, la maladie va continuer à se propager. C'est malheureusement la vérité, parce qu'on ne pourra pas à chaque fois être derrière quelqu'un pour l'obliger à faire un acte. Il y a une responsabilité collective que nous devons avoir. On regarde les pays occidentaux et on se rend compte que certains pays, les populations ont intégré certaines choses. On n'a pas besoin de mettre des policiers dans la rue parce qu'elles ont elles-mêmes intégré. D'autres, comme chez nous, on est obligé de leur demander des papiers pour qu'ils sortent parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et dans ces pays, on se rend compte que mieux on respecte les règles, moins la propagation est importante. Et plus on contourne les règles, plus la propagation est importante. Il faut éviter que cela soit le cas dans notre pays. Bernard Bougoum de Wakar Sera, j'ai 3 questions. Alors, je ne suis pas satisfait, j'allais dire, de la réponse du professeur sur le dépistage massif. Alors, quand on suit cette question, on sait bien que certains pays, notamment la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne, s'en sortent à bon compte parce qu'ils ont mis l'accent sur ce fait. Alors, peut-être qu'on ne se comprend pas sur ce que c'est que le dépistage massif, mais par exemple, pour ces pays, notamment la Corée du Sud, même dans les véhicules, on arrive à dépister les gens et à moins de 10 minutes à 30 minutes après, ils ont leurs résultats. Je peux comprendre que le Burkina n'est pas peut-être les moyens comme ces pays, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement accentuer, en tout cas avoir une politique pour que par jour au moins, on puisse faire un dépistage de, pourquoi pas de l'ordre à 400 à 600, voire 800 au moins. Puisque quand on prend les prélèvements qu'on nous communique, ça varie actuellement avec les 3 laboratoires, pratiquement ça ne vaut même pas 200 prélèvements par jour. Est-ce que ce n'est pas justement là le problème pour qu'on puisse vraiment briser la chaîne là? Alors, mes 2 autres questions, c'est d'abord sur la rentrée scolaire. Alors, on s'approche vers la 2e date qui avait été déjà donnée. Alors, est-ce que le gouvernement déjà s'y prépare ou bien qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur cette question? Et une autre question connexe, il y a souvent des vacataires qui étaient soumis à des heures. Qu'est-ce qu'on fait pour eux actuellement quand on sait qu'ils ont aussi besoin de soutien? Le professeur reviendra sur la question du dépistage massif dans votre compréhension et dans la sienne. Sur ce qui est de la date de l'école, je crois que des réflexions sont menées et en temps opportun, donc normalement la vie c'est le 14, les ministres en charge des enseignements et ceux qui sont en charge des centres de formation soit prendront un communiqué pour confirmer la réouverture, soit pour prolonger les délais de fermeture. Mais ils le feront incessamment. En ce qui concerne les vacataires, il y a des fonds qui sont mis à la disposition. Il y a un fonds de soutien que les lycées, les collèges, les universités culturelles vacataires regardent ce qui peut être fait et souscrivent à ce fonds ou vont dans la direction du fonds. Il y a des écoles qui ont des problèmes aujourd'hui en termes de retour des scolarités, etc. Comment ils vont faire pour sortir de cette période-là? Il y a des possibilités, soit avec leur banque parce qu'on demande des facilités, soit avec les mécanismes qui sont mis en œuvre. Les mécanismes doivent permettre de ratisser large, parce que sinon on prendra chaque cas de façon individuelle et ça pourrait être relativement difficile. Donc regardons au niveau des mécanismes qui ont été mis en œuvre et je suis certain que dans une discussion saine avec les différents acteurs et parfois en relançant le ministère de l'économie et des finances, on peut trouver des astuces pour régler ces questions-là dans la palette de propositions faites par son Excellence le Président du FASO. Moi, je me nomme Amadou Marcel Tour de la télévision nationale. Alors, monsieur le ministre, en temps, vous avez fait une estimation, sinon une prévision de 7000 cas de coronavirus d'ici fin avril, début mai, si rien n'est fait.
Alors, dans le même sens, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait dans l'acquisition du respirateur si jamais on arrive à là. Je pense que c'est un modèle, une modélisation mathématique qui a été proposée, qui était la situation extrême, où nous avions, je pense, plus de 5 millions de Burkinabés touchés par la maladie, et donc ces cas de 7000-là potentiellement traités. Ce qui concerne l'acquisition des respirateurs, le plan de préparation et de riposte révisé est disponible. Si vous allez à l'intérieur, vous verrez tout ce qui est prévu à ces niveaux-là. Il est clair que des commandes ont été passées, certains produits arrivent, d'autres un peu plus lentement. Je n'ai pas le détail, mais comme le plan de préparation et de riposte révisé est disponible, vous pouvez regarder à l'intérieur et vous verrez un peu les différentes possibilités qui sont offertes dans le cadre de ces acquisitions et de l'équipement pour la prise en charge des malades. Okay. Je pense qu'on se comprend bien quand on parle de dépistage massif. Vous avez pris le cas de l'Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vraiment la situation actuelle de l'Allemagne, le nombre de cas en Allemagne et le nombre de décès. Si vous pensiez que c'est d'abord je n'ai pas connaissance du dépistage massif en Allemagne, mais si vous l'aviez, je vous demande de cliquer tout simplement pour avoir la situation mondiale, la situation en Allemagne et le nombre de décès. Je ne crois pas que ça soit... Je pense plutôt que, en plus de ce dépistage ciblé que nous faisons, il faut des mesures d'accompagnement. Et je pense que si la Corée je pense que vous avez parlé de la Corée du Sud, c'est ça, c'est bien ça, s'ils ont pu circonscrire rapidement l'épidémie, ce n'est pas tant par le dépistage, mais par plutôt le civisme des gens. Le civisme, parce que quand vous sortez aujourd'hui, vous dites distanciation. Moi, je vous invite à sortir dans la ville et vous regardez. Ce n'est pas tant le dépistage massif. Vous avez beau dépister tous les Burkinabés, s'ils continuent à ne pas respecter les minimums de prévention, vous n'irez nulle part. Moi, je pense qu'au lieu de prendre un modèle, moi, je vous dis cliquez. Et si vous voulez, je sors, je clique et je vous envoie la situation en Allemagne, le nombre de décès. Non. Le dépistage systématique n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la seule solution. La solution que nous avons choisie est de l'OMS, préconisée par l'OMS, appliquée par différents pays. Mais ce qu'il faudra, c'est des mesures complémentaires. Et les mesures complémentaires, là, il faut insister dessus. Ce sont la distanciation, les mesures barrières et le civisme des populations. Bon. Donc, moi, je veux vous remercier et rappeler donc un certain nombre d'éléments sont mis en œuvre. Je voudrais encore une fois vous demander de traiter cette information avec parcimonie. J'ai demandé à ceux qui se chargent de la communication de voir comment effectivement nous pouvons organiser sur les 3 sites que sont Tengango, la clinique Princesse Sarah, mais également le centre de tri au CHU de Tengango, pas tout le monde, mais un certain nombre d'équipes pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est que la critique et les critiques faites par les médias, nous les prenons avec, comme des éléments pour améliorer la performance et surtout la réactivité par rapport à ces aspects-là. Donc, faites votre travail, montrez si vous pensez qu'il y a des points de défaillance, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'ensemble, nous puissions, à la synergie de vos efforts, trouver une solution, notamment, et ça j'insiste dessus, par les éléments de distanciation et les bonnes pratiques. Chacun d'entre nous doit être acteur de cette situation-là. Il y a certainement des solutions qui marchent ailleurs, mais une solution marche partout. C'est les mesures que l'on demande, c'est-à-dire donc éviter de se serrer les mains, éviter les accolades, prendre le soin de se laver les mains, essuyer les surfaces planes sur lesquelles nous travaillons, et éviter donc un certain nombre d'éléments crachés par terre, etc. Et surtout, pratiquer cette distanciation sociale-là quand nous sommes dans des lieux publics. Aujourd'hui, nous avons quasiment tous systématisé le port du cache-nez, ce qui est peut-être une bonne pratique, une bonne habitude, peut-être la garder, mais faire attention surtout à ces éléments lorsque nous sommes dans un contexte de personnes qui sont en contact avec des malades, lorsque nous sommes dans un contexte de personnes âgées et de personnes fragiles, être les protecteurs de la santé de tout un chacun en respectant ces éléments-là. Donc on se retrouvera vendredi prochain.
nous allons peut-être discuter avec le professeur pour que nous ayons quand même, malgré le fait que les chiffres tombent au fur et à mesure, un communiqué unique qui tienne compte à un état donné. Sinon, ça va être difficile pour la presse de suivre. Donc, si c'est tous les soirs à 18h, on fera le communiqué, on le fera, de telle sorte qu'il cumule tous les résultats et qu'on ne soit pas obligé de produire des communiqués toutes les heures ou toutes les 2 heures à la suite des éléments. Après, ce qui tombera au fur et à mesure, ceux qui ont accès au CIPRES pourront le voir, mais le communiqué du gouvernement fera le point à 18h de la situation ou à 17h, et ainsi on pourra donc avoir une meilleure communication sur l'évolution de la maladie auprès des populations à travers vos canaux. Merci à tous.